Marion Maréchal, à vous de nous montrer l'image que vous avez choisie. Vous avez 1 minute. Oui, alors comme vous voyez, j'ai choisi l'allumage de la flamme olympique en Grèce. J'y vois là une image d'une Europe enracinée, qui a de la mémoire, qui valorise non seulement la beauté, mais aussi un certain nombre de traditions qui datent, en l'occurrence, du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et je considère que ça n'a rien à voir, d'ailleurs, avec les JO tels qu'ils se déclinent en France, ou devrais-je dire les J-Walk, où on commence par une affiche qui efface nos références chrétiennes et qui se poursuit avec le chemin de la flamme olympique, de la vulgarité de Jul au drag queen, pour finir probablement avec le langage châtié d'Aya Nakamura. Et donc, je considère aujourd'hui que oui, notre civilisation française et européenne est menacée par ces idéologies de la déconstruction, du wokisme, de la haine de soi, mais aussi par la submersion migratoire et l'islamisation du continent. Et donc moi je souhaite mettre fin à cette Union européenne qui est complice aujourd'hui de ces différentes idéologies et faire en sorte que l'Europe que je défends retrouve sa boussole, c'est-à-dire avant tout la défense et la transmission de notre civilisation européenne, de sa culture, de son identité et évidemment de sa prospérité. Marion Maréchal, votre position là-dessus, est-ce qu'il est toujours temps d'armer toujours plus l'Ukraine? Grosso modo, l'Europe a livré à peu près 80 milliards d'aides, un peu plus. Ou bien est-ce qu'il est temps d'envisager une négociation comme on semble l'entendre? Permettez-moi d'abord de rebondir sur le sujet, parce que j'entends beaucoup parler au cours des débats de défense européenne, d'armée européenne. Je vois un volontarisme belliqueux fort sur le sujet. Mais moi, j'aimerais quand même vous rappeler dans quel pays nous vivons quand même aujourd'hui. On est dans un pays qui, en Nouvelle-Calédonie, est au bord de la guerre civile. C'est ça qui est en train de se passer sur le territoire français. Nous sommes dans un pays, aujourd'hui, il y a des agents pénitentiaires qui se font tuer à l'arme de guerre. On est dans un pays gangréné par le narcotrafic, au point que chaque semaine, il y a des règlements de compte. À Rennes, la fois dernière, 50 minutes de tir à l'arme de guerre en pleine rue. En France, voilà. Et nous vivons sur les braises d'émeutes qui peuvent nous exploser au visage à tout moment. Alors moi, je veux bien nous expliquer qu'on va aller construire la grande armée européenne et ramener la défense européenne et protéger ainsi les Européens. Moi, ce que j'aimerais d'abord, c'est qu'on garantisse la sécurité de la France et que renforcer en réalité la défense européenne, c'est d'abord renforcer l'armée européenne. Et ce ne sont pas tous ceux qui ont gouverné dans les dernières décennies, qu'il s'agisse des LR, qu'il s'agisse de Renaissance, qu'il s'agisse du PS, qui vous vendent tous aujourd'hui l'Europe puissance et qui ont abouti en réalité à la France impuissante, qui pourront, permettez-moi, apporter la bonne solution. Et donc je vous le dis, une fois de plus, la réponse sur le plan de la défense, y compris d'ailleurs pour l'Europe, c'est d'abord le renforcement d'une armée française dont on ne délègue pas ni le commandement, ni les effectifs, ni le matériel à une soi-disant armée européenne ou diplomatie européenne. Et donc ça passe. Quand vous parlez des problèmes pénitentiaires ou autres, c'est plutôt du ressort de la police que de l'armée. Non mais je veux bien qu'on construise une armée européenne si on n'est déjà pas capable d'assurer la paix civile, la sécurité dans son propre pays et qu'on a aujourd'hui une armée qui est embryonnaire, parce que notre armée est embryonnaire, que nous ne sommes pas capables de construire des commandes publiques de long terme, qu'on n'est pas capable de relocaliser des industries stratégiques aujourd'hui comme celle des munitions qui ont quitté le territoire depuis maintenant bien longtemps, qu'on n'est pas capable de reconstruire des effectifs, qu'on n'est pas capable de mettre à minima 3% du PIB justement dans une défense française, n'espérez pas demain que nous puissions avoir une défense européenne digne de ce nom. Ça me paraît logique. Marion Maréchal, le refus de Mme Dati de soutenir la commission d'enquête sur la fameuse diplomatie du caviar de l'Azerbaïdjan qui avait été proposée par le Conseil de l'Europe. C'était étonnant quand même de s'opposer à cette commission d'enquête, vous ne trouvez pas, de la part d'un ministre de la République, aujourd'hui de votre gouvernement quand même. Vous êtes très engagé sur les ingérences étrangères. Je vous confirme que mes positions au Parlement européen sur la question de l'Azerbaïdjan et la condamnation de l'Azerbaïdjan sont absolument de la majorité formelles et laissez finir Marion Maréchal. Non mais excusez-moi, parce que c'est quand même pas un petit sujet. On parle des ingérences étrangères depuis tout à l'heure. On est face à un État aujourd'hui qui est en train d'organiser la déstabilisation d'un territoire français en Nouvelle-Calédonie, qui a violé là aussi le droit international, qui a organisé une épuration ethnique, rien que ça, dans l'Artsakh, qui est en train de menacer aujourd'hui un pays ami qui est l'Arménie. Et on signe des contrats gaziers gargantuesques sous la signature de Madame van der Leyen. On ne trouve rien à redire à ces violations. Et on a au sein du gouvernement actuel des gens qui manifestement ont des relations particulièrement privilégiées avec Bakou et qui se sont opposés à des commissions d'enquête sur le sujet. Donc moi j'aimerais bien avoir votre position sur le sujet, puisque vous semblez assez incroyable. En quelques secondes, Marie Toussaint. Mais Mme Maréchal donne des leçons alors qu'elle fait partie. Oui, je donne des leçons, excusez-moi. Elle veut aller dans le groupe au Parlement européen, qui est le défenseur le plus ardent du gaz, et en particulier des accords gaziers avec l'Azerbaïdjan. Donc honnêtement, vous feriez mieux de balayer devant votre porte, et qui est la plus proche également du régime de M. Assad. D'ailleurs, comme le parti de M. Bardella. Je vous propose. Non, on enchaîne.
je vous propose d'enchaîner maintenant sur l'autre. Non, vous parlerez tout à l'heure. Non, Marie-Toussaint, vous avez déjà de l'avance. Vous avez parlé 4 fois sur le sujet. Donc maintenant, Marion Maréchal, s'il vous plaît, la parole tourne. Parler de la vie de ces civils et les mettre je vous ai laissé répondre. Marion Maréchal et Léon Desfontaines. À chaque débat, à chaque émission, on parle de Gaza matin, midi et soir, comme s'il s'agissait d'un territoire Laissez-la parler. Européen. Non mais vous en parlez en intro, en conclusion. Je vous ai redonné la parole. Tout ça est extrêmement grave. Je vous rassure, ça n'est pas uniquement par humanisme, c'est évidemment par clientélisme électoral. Et disons-le, un clientélisme électoral qui porte un certain nombre de fruits, c'est indéniable. Et si vous soufflez sur les braises, le drame de notre score, si vous soufflez sur les braises, vous verrez, je pense qu'on vous battra le 9 juin prochain. Mais ça, on se retrouvera, rendez-vous le 10, en effet. En revanche, là, vous avez une part de responsabilité, une grande part de responsabilité en important ce conflit ici, en soufflant sur les braises. C'est que, voyez-vous, le discours que vous tenez, l'instrumentalisation que vous faites de ce conflit, eh bien, ça aboutit avec, voyez-vous, un migrant sous OQTF qui tente d'incendier une synagogue. Ça finit avec une femme juive séquestrée, violée pour venger la Palestine dans les Hauts-de-Seine. Ça finit avec une explosion des actes antisémites qui sont 1000 fois plus nombreux sur le premier semestre 2024 que l'année dernière. Donc voyez-vous, c'est peut-être un calcul électoral payant en effet à court terme pour vous, mais ça n'est certainement pas payant ni pour la paix civile, ni pour la cohésion nationale dans le pays. Et donc vous portez une lourde responsabilité dans cette situation. Et je ne sais pas, je dois vous le dire, comment vous arrivez à dormir tranquillement le soir sur votre oreiller alors que vous êtes co-responsable de cela. On n'arrive pas à dormir quand des civils meurent sous les bombes, Madame Marion Maréchal, mais ça vous fait rien. Non, mais vous, c'est votre complicité. Ça vous fait rien, c'est votre complicité et votre refus de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Aucun problème à le qualifier d'organisation terroriste, et l'ambiguïté indéniable, pour ne pas dire la complicité dans vos propres listes, parce que vous cachez dans vos déclarations, mais vous refusez d'assumer les positions dans votre liste. Donc qu'est-ce que vous proposez pour que les civils arrêtent de mourir dans la bande de Gaza? Vous êtes d'accord avec elle dans Bien sûr que je suis d'accord. Et je suis fière que demain ce soit la première franco-palestinienne qui siège au Parlement européen c'était une action légitime. Et qui porte la voix de la paix. Donc on ne sait pas ce qu'elle a dit et vous le savez très bien comme moi. Vous le savez très bien comme moi. C'est ce qu'elle a dit. Et je Léon Desfontaines. Vous n'avez pas de réponse. Vous êtes très mal à l'aise. Vous n'avez pas de réponse à apporter pour protéger les civils. On a entendu votre échange. Cette décision surprise est la bienvenue, Marion Maréchal? Non mais y aller, oui, mais pour dire quoi? Parce que si c'est pour y aller dans le cadre du nouveau de compromis, de réactivation des négociations, de report finalement du dégel électoral, il ne me semble pas que ce soit la bonne manière de faire, puisque ce serait selon moi une capitulation devant aujourd'hui le chantage à la violence, au pillage. Il faut quand même mesurer ce qui est en train d'arriver en Nouvelle-Calédonie. On est face aux prémices d'une guerre civile, si ce n'est d'ailleurs carrément une guerre civile, sur fond d'ailleurs, disons-le, de haine anti-française décomplexée, voire de racisme anti-blanc décomplexé. Il y a eu en Nouvelle-Calédonie 3 référendums. 3 référendums. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes en négociation. 3 référendums sur lesquels chaque fois les Calédoniens en majorité ont dit qu'ils voulaient rester français. Et pas seulement, comme vous semblez le penser, les Caldoches comme on dit, ou les Calédoniens d'origine européenne, mais aussi des Kanaks. Parce que si en privant 40 000 citoyens français du droit de vote pour justement ne pas défavoriser le vote kanak, on aboutit malgré tout à cette volonté de rester dans le territoire français, c'est bien qu'en réalité, il y a aujourd'hui des Kanaks et nombreux qui souhaitent devenir français. Et donc, suite à cela, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a aujourd'hui des organisations indépendantistes qui, d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure rapidement, stimulées, soutenues par des pays étrangers comme la Chine, comme l'Azerbaïdjan, qui veulent déstabiliser la France dans ce territoire parce qu'ils veulent mettre la main sur ce territoire. Et ses richesses, c'est évidemment ça l'objet. Eh bien, pousse cette jeunesse, souffle sur les braises pour aller en effet organiser ces pillages. Moi je vous le dis, vous ne me ferez jamais croire qu'il y a une revendication politique dans le fait d'aller voler des paires de chaussures, des télévisions, de casser, d'agresser, comme c'est le cas aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Donc je crois qu'aujourd'hui il n'est plus temps de relancer une négociation avec un nouveau référendum. La Nouvelle-Calédonie est française et va le rester. Et donc il est temps de restaurer l'ordre républicain et la paix civile. Et donc il est temps de mettre les effectifs nécessaires aujourd'hui sur ce territoire qui sont très en deçà de ce qu'il faudrait. Et je vous le dis, si la situation n'est pas amenée à se calmer dans les jours à venir, et je le souhaite, il faudra envisager, pourquoi pas, l'activation de l'article 36 de la Constitution, c'est-à-dire l'état de siège, et faire en sorte que l'armée française reprenne une part aujourd'hui de la mission du maintien de l'ordre, qui est aujourd'hui dévolue aux forces civiles, pour pouvoir restaurer durablement la paix et donc ne plus laisser le chaos et les minorités aujourd'hui de voyous mettre ce territoire à feu et à sang. Marion Maréchal,
vous voyez qu'on a débordé sur le chapitre déjà consacré à l'écologie parce que là, on se trouve devant deux priorités qui ne coïncident pas forcément. Alors oui, faut-il protéger nos industries mais en fait, ou faut-il sacrifier, d'une certaine manière, la lutte contre le réchauffement? Ces deux sujets se recoupent parce qu'aujourd'hui, au-delà de Mme Toussaint, mais le logiciel écologiste qui dirige au Parlement européen actuellement est en fait la candidature de l'industrie du charbon, de la Chine et des importations. Pourquoi ? Déjà parce qu'ils font des choix énergétiques à travers le renouvelable, l'éolien et le solaire qui aboutit finalement à ouvrir des centrales à charbon, et parce qu'ils prônent une telle contrainte de normes, de contrôle, d'interdiction, que cela aboutit sur le plan industriel comme sur le plan Madame Maréchal, à quelle date voulez-vous sortir du charbon? S'il vous plaît. Je vous pose une question, mais laissez-moi finir, je vous répondrai sans problème après. Je comprends à quelle date voulez-vous sortir du charbon? À partir du moment où vous expliquez que la Chine, aujourd'hui, est un modèle écologique en 2030. Vous proposez quelle date pour la sortie du charbon? Elle vous demande à quelle date vous voulez sortir du charbon. Je vais répondre, mais excusez-moi, je peux aller au bout de mon raisonnement quand même. Parce que, voilà. Donc, on a aujourd'hui un logiciel qui aboutit à la décroissance agricole et industrielle à travers notamment le Green Deal. Et donc, évidemment, Madame Toussaint n'est pas à l'aise avec le sujet parce que, une fois de plus, moi je crois que la véritable réponse écologique, elle est d'abord dans la réponse au fait que la moitié aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre sont liées aux importations. Voilà, aux importations. Et donc, la réponse écologique, elle est dans le fait de produire local. Et donc pour cela, il va falloir faire en sorte que nos soldats de la guerre économique, c'est-à-dire nos entreprises, se libèrent à la fois de l'enfer fiscal et de taxes qui est au niveau français, des normes, des 12 nouvelles obligations par mois votées par le Parlement européen, auxquelles s'ajoute la surtransposition du droit français, la question évidemment du coût du travail, la question du coût de l'énergie sur nos factures, sur notre facture. Oui, un coût du travail aujourd'hui qui est trop élevé, des charges qui sont trop élevées. Oui. Non, il faut baisser les charges sur les salaires. Oui, ça, en effet, pour rendre la compétitivité. Mais pour ça, il faut lutter contre l'assistanat, il faut faire des économies. C'est des choses qui n'existent pas. J'assume mon désaccord avec les communistes. Mais on sait, M. Zemmour, de toute façon, défendait la retraite à 69 ans. Je suis très à l'aise pour être en désaccord avec vous sur le plan économique. Moi également, ça tombe. Je ne suis pas communiste. Plus de retraite, dit Léon. Donc, en effet, la question de l'énergie, la question d'un modèle plus protecteur aux frontières, c'est absolument évident. Encore faut-il pour cela arrêter de voter des traités de libre-échange comme le fait notamment le gouvernement à tout va. Et puis il faut également faciliter et augmenter la capacité des aides d'État aujourd'hui qui sont extrêmement contraintes pour éviter la fuite. Par exemple, je pense notamment à cette entreprise qui est un fleuron Soitec de semi-conducteurs qui envisage de partir aux États-Unis parce qu'il est appelé par les vertus de l'IRA. Et bien donc il faut en cela être capable d'augmenter les aides d'État et non pas et donc la date de sortie du charbon. Et non pas le climat, il faut sortir du charbon. Manon Aubry. Comme le souhaite le gouvernement actuellement, faire de la dette européenne, faire de l'impôt européen qui s'ajouterait aujourd'hui aux contraintes de compétitivité qui existent déjà au niveau national. Maintenant, Madame Toussaint, on a une grande différence, vous et moi, c'est que vous avez organisé le sabotage de l'énergie nucléaire. Voilà. On est mais là, vous prenez de l'avance sur le sujet qu'on traitera tout à l'heure. C'est quand même important. Parce que on y viendra. On y viendra, je vous promets. On y viendra. Dans la réalité, vous m'accusez de porter atteinte. On y viendra. Non, vous n'engagez pas le débat là-dessus. Manon Aubry. Son modèle, il est en Allemagne. Manon C'est le tout renouvelable. Non, mais on en parlera. On en parlera tout à l'heure. Je réponds. Marion Maréchal, est-ce qu'un ISF européen, c'est une voie à suivre? Alors, permettez-moi d'élargir un peu le sujet parce que cette question de la fiscalité européenne, en fait, elle est la révélatrice pour moi du grand projet européen voulu par Emmanuel Macron et ses alliés, que sont notamment les socialistes et le groupe du PPE de M. Bellamy au Parlement, et qu'il a présenté à l'occasion d'ailleurs de son grand discours à la Sorbonne, dans lequel il offre comme perspective, si par malheur sa majorité est reconduite, ce que je ne souhaite pas, l'idée que demain nous pourrions avoir un super État fédéral européen avec un président de l'Union européenne, avec un ministre des Affaires européen, avec la fin du droit de veto de la France, donc la possibilité pour la France demain, y compris dans des domaines stratégiques, de se faire imposer une décision contre sa volonté et contre ses intérêts, avec l'idée en effet d'une dette européenne déjà contractée mais qui pourrait encore s'aggraver dans d'autres domaines, et donc évidemment ce qu'ils appellent pudiquement les ressources. Oh, il y a beaucoup de choses qui sont. La fin du droit de veto a été défendue notamment par le PPE. La fin du droit de veto est défendue par le PPE. Non. Il me semble que si. On ira vérifier, mais je suis quasiment sûr que si. Et en l'occurrence, donc une dette, alors peut-être pas par vous, mais par votre groupe. Non, pareil, si on met la même chose avec vous, M. Bellamy, vous n'êtes jamais en accord avec votre groupe. Il faut juste renseigner sur la ligne de notre groupe. Donc un groupe commun. La dette. Vous avez les droites ensemble. Vous auriez pu l'accepter des législatives, l'union des droites, Monsieur Bardella, ça aurait été plus simple. On aurait gagné du temps, on aurait peut-être une majorité. Alors attendez, permettez-moi. Donc la dette européenne. Recomposition en direct. Et l'impôt
européen. Donc moi je vous dis, je pose une question de principe au-delà de l'ISF. Je suis contre que la fiscalité demain puisse être une compétence européenne. Je suis contre que le droit du travail puisse être une compétence européenne. Je ne veux pas par exemple l'Union européenne qui demain nous explique, comme c'est le cas aujourd'hui dorénavant, que les arrêts maladie peuvent être comptabilisés en congés payés ou pouvoir potentiellement remettre en cause le statut de nos pompiers volontaires. Je ne veux pas non plus que demain, comme le souhaite Emmanuel Macron, l'Union européenne s'occupe de l'école ou de la santé. Je considère qu'il y a déjà bien assez de compétences. Nous sommes déjà d'ailleurs bien assez nombreux à 27. Et je ne veux pas non plus de cet élargissement voulu par Emmanuel Macron jusqu'à potentiellement 35 pays. Et donc restons et occupons-nous déjà des compétences dans le cadre actuel et ce sera déjà une belle victoire. Est-ce qu'il faut petit à petit renoncer au nucléaire pour privilégier le renouvelable? Non, moi je suis totalement contre cet objectif de 42%. Je considère que c'est orienter aujourd'hui des investissements vers en effet massivement le renouvelable, donc l'éolien chinois et le solaire chinois, avec, ça a été rappelé et dit longuement, des énergies qui sont donc intermittentes, non stockables et qui imposent, c'est ce que démontre en effet l'Allemagne, la réouverture de centrales à charbon, donc vraiment le modèle le plus anti-écologique qui soit. Et aujourd'hui, cette directive, elle fait que les 30% de taxes que nous avons aujourd'hui sur notre facture d'électricité et qui mettent tant d'entreprises en difficulté sont prioritairement orientées vers le financement de ce renouvelable, au lieu d'être prioritairement orientées justement vers le financement du nucléaire, qui est la véritable solution. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que chaque fois, en fait, les écologistes, ou leur logiciel en tout cas, créent des problèmes et empêchent de les résoudre. Donc ils créent aujourd'hui des problèmes avec le modèle du renouvelable et donc l'ouverture centrale à charbon, mais ils refusent le nucléaire. Ils créent des problèmes en refusant par exemple le stockage de l'eau, alors qu'ils déplorent le fait qu'aujourd'hui il y a des sécheresses à répétition. Alors moi je suis favorable aujourd'hui par exemple à ce que nos agriculteurs puissent stocker de l'eau en période d'abondance, précisément pour pouvoir irriguer dans de bonnes conditions et donc adapter notamment la directive 14%. Et notamment la directive cadre eau. Nous stockons aujourd'hui 2% de l'eau de pluie en France contre 50% en Espagne. Vous voyez bien qu'on a de la marge. On a des écologistes qui déplorent l'augmentation des gaz à effet de serre, mais qui s'opposent à tous les projets d'infrastructures ferroviaires ou fluviales. Je pense notamment au projet de Lyon-Turin qui permettrait de sortir 1 million de camions des routes, qui permettrait d'éviter l'équivalent de la pollution de la ville de Nice. Voyez-vous, moi je considère qu'aujourd'hui, l'écologie, plutôt que la culpabilisation, la réglementation à outrance, l'interdiction, ça doit d'abord être l'adaptation et l'innovation, et c'est ce que je défends à travers tous les projets européens aujourd'hui que je veux soutenir, comme par exemple le Lyon-Turin. Marion Maréchal, pour vous aussi, c'est un sujet que vous mettez au cœur de la campagne. Pour moi et pour les Français, puisque c'est un des sujets majeurs de préoccupation aujourd'hui de nos compatriotes, pour des raisons évidemment à la fois économiques, sécuritaires, culturelles, identitaire. C'est une angoisse extrêmement forte et présente. Et moi, ce que je note souvent dans les discours à gauche, c'est une tentative de nous enfermer dans une forme de fatalité migratoire, de fatalisme migratoire. On essaye de pousser les Français au renoncement en leur expliquant que finalement, voilà, ces flux, d'une certaine manière, sont inéluctables et que donc la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est non pas de tenter de les réduire, de les réguler ou de les empêcher, mais c'est finalement d'accepter cet accueil qui s'impose à nous et tout au mieux de l'organiser en leur donnant simplement des titres de séjour. C'est plus ou moins d'ailleurs ce que nous propose M. Glucksmann. Sauf que sur cette question emblématique des bateaux, pardonnez-moi, mais juste je vais au bout de mon raisonnement. Moi, la mer ne doit pas être un cimetière. Je ne peux pas. Sauf que je pense que c'est la politique de fermeté qui est la meilleure manière, et de dissuasion qui est la meilleure manière de protéger les vies en Méditerranée. Mais moi, je veux dire, je ne peux pas accepter qu'on accepte, par exemple, que Claire, qui a été violée par un migrant sous OQTF, se voit dire que finalement, il ne fallait juste pas être là. Ou que la mère d'Evelyne Reber, dont l'un des fils a été tué par un réfugié soudanais djihadiste, se voit opposer, écoutez, c'est la faute à pas de chance. Ou la belle-sœur de Fabienne qui a été massacrée et violée, là encore, par un étranger sous OQTF, puisse se faire dire c'est la vie. Voilà. Faut, finalement, les Français, accepter cette situation parce qu'elle est inéluctable. Je vous le dis, quand on a aujourd'hui, parce qu'on n'a que quelques chiffres, tout ça est très opaque, mais ils sont en tout cas éclatants. 77% des violeurs de rue à Paris, 77% des violeurs de rue à Paris interpellés qui sont étrangers. Je vous le dis, cette politique du laxisme et du faux humanisme a transformé le quotidien des Françaises en enfer. Voilà. Donc moi, je ne m'y résous pas. Et je considère que oui, l'Europe doit pouvoir apporter une réponse en complément, évidemment, de la réponse nationale. Et je crois que l'Europe doit défendre l'idée d'une triple frontière. Une frontière, évidemment, au niveau national, avec une réforme de l'espace Schengen réservée aux Européens, évidemment, une réforme du droit d'asile avec une refonte de la liste des pays sûrs, une frontière évidemment aux frontières physiques de l'Europe, c'est-à-dire en Méditerranée, avec, oui, Monsieur Glucksmann, la défense, et j'espère au Parlement européen que nous pourrons être aux côtés des pays qui veulent cette idée du blocus naval en Méditerranée pour en effet intercepter les bateaux et les rapatrier
sur les ports d'origine, détruire les embarcations, évidemment, une fois qu'elles ont accosté, et arrêter avec des effectifs adaptés les trafiquants de migrants, défendre les accords avec les pays de départ à l'initiative de Giorgia Meloni, en effet, et qui ont fait la démonstration de leur efficacité, le financement, en effet, des infrastructures comme les murs demandés par les pays, et enfin, en dehors des frontières, le financement de centres d'accueil à l'extérieur de nos frontières européennes, le fait de conditionner, ça c'est très important, le fait de conditionner les aides au développement au fait que les pays bénéficiaires reprennent les clandestins dont nous ne voulons plus. On a essayé au niveau national. On a essayé. On ne l'a pas fait et évidemment qu'au niveau européen, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est quand même la moindre des choses. Pardonnez-moi, c'est quand même la moindre des choses. Et puis enfin, financer des campagnes de dissuasion dans les pays d'origine, puisque je réponds maintenant à votre question. La meilleure manière de protéger des vies en Méditerranée, c'est évidemment de faire preuve de fermeté, parce que quand vous faites des promesses comme celle de l'Eldorado, comme celle d'une entrée clandestine qui aboutira à une régularisation, voire à une naturalisation, au regroupement familial, à l'accès à des aides diverses et variées, évidemment vous poussez les gens dans des tentatives désespérées qui aboutissent en effet à ce que la Méditerranée devienne un cimetière. Marion Maréchal, c'est à vous de conclure. Oui, j'aimerais 30 secondes. M'adresser en particulier aux électeurs de droite, aux électeurs du Rassemblement national, en leur disant déjà que c'est une élection proportionnelle à un tour. Pour avoir des élus, il faut faire 5%. Il n'y a pas de vote perdu, pas de vote inutile aux élections. Et je considère qu'aujourd'hui, Jordan Bardella est sûr d'être élu, avec de nombreux élus derrière lui. Et donc, ça n'est pas un élu de plus qui fera la différence, en particulier dans leur groupe isolé. Et puis, pour ceux qui seraient tentés par les élus, par le vote Les Républicains, je tiens à leur dire qu'aujourd'hui, voter LR, c'est voter pour Céline Imar, numéro 2, qui est pour la régularisation des clandestins. C'est voter pour Nathalie Collin, numéro 8, qui inaugure des mosquées nationalistes turques, islamistes, miligorusses à Metz. C'est voter pour Brice Hortefeux. Tout est vrai, tout est sourcé, j'ai tout à votre disposition. Voter pour Brice Hortefeux, qui vote pour l'extension de la GPA et notamment le certificat de filiation, ou même Madame Anne Sanders, qui est numéro 10 et qui fait des colloques avec le Fémiso, que vous dénoncez pourtant vous-même, qui est proche des frères musulmans. Et donc le 9 juin, je vous invite à voter pour une droite de conviction, une droite qui ne baissera pas les yeux, qui ne vous trahira pas et qui ne vous décevra pas.